Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette édition spéciale de Rencontre du lieutenant du Québec. Daniel Brisson. Oh, lieutenant. Non. Alors, c'est le même setup que tout à l'heure, un ajustement technique. C'est toi qui dis ça? Regardez-le. Ça vient. Bon. Alors, on a un délai. C'est ça la technique du studio. Je ne sais pas si tu peux baisser le son peut-être du haut-parleur. Tout est muté. Tout est muté pourtant. Bon. OK. Tu peux surveiller d'où ce qui vient, s'il vient de ton laptop. Excusez-nous. Ton laptop. Le son vient de ton laptop. OK. Je vais le laptop si tu veux, puis je vais le mettre juste quand ça va être le temps de la musique. Oui. Muter laptop. Bon. Alors, voilà, c'est beaucoup mieux. Les mystères de la vie. Alors aujourd'hui, on n'a rien changé par rapport à aujourd'hui, mais ce soir, ça a décidé de faire ça. Faites-vous-en pas avec ça. Donc, ce soir, rencontre du lieutenant du PPC du Québec, Daniel Brisson, et pour le Parti populaire du Canada. On fait cette petite émission-là, et je ne la ferai pas toute seule. Vous allez voir pour la première fois ce soir des candidats de certains comtés, et avec vous, on va explorer la plateforme du Parti populaire. Chaque candidat va venir vous expliquer un point de plateforme. On va échanger. Des questions pour le public. Vous nous écoutez live, en direct, vous êtes présent, parfait. Alors, vous allez pouvoir poser des questions. Au Rumble, je suis bien au courant que dans le live chat, je ne vous verrai pas directement, donc je vais m'assurer que vous allez poser la question dans le live chat et je vais les voir et les regarder pour répondre. Donc, faites-vous-en pas. Donc, sur Rumble, c'est la même chose. C'est diffusé aussi sur Twitter. Alors, Twitter, Facebook, YouTube, Rumble. Merci beaucoup, chers amis, d'être présentes et partagez au maximum. Parce que c'est sûr que les grands médias actuellement, ils n'inviteront pas les candidats pour parler de la plateforme. Ça ne les intéresse pas. Hein? Sauf si les candidats faisaient un scandale. Ah là, les médias courraient après. Alors, c'est ça la priorité de nos médias aujourd'hui. Et non pas d'informer les gens. Et nous, on va faire exactement le contraire. Et tout d'abord, je tiens à répéter, vous allez voir dans le bas de l'écran ici, alors vous avez plusieurs liens qui défilent, dont le lien aussi pour devenir candidat qui va défiler tout au long du show de ce soir pour devenir membre, pour faire des contributions au parti, déductible d'impôt, faut-il le rappeler. Donc, vous avez le lien du Parti populaire du Canada qui va apparaître en bas. Et pour devenir candidat, très important, l'appel de candidature est actuellement actif. La fenêtre va se fermer bientôt, début avril. Donc, ceux et celles qui veulent devenir candidats, vous allez avoir la chance de voir un peu à quoi ça ressemble, candidat, candidate, pourquoi être candidat. Et ça va vous donner peut-être une inspiration après ce soir pour vous impliquer encore plus. Alors, merci d'être là. Et ce soir, donc, Maxime ne sera pas présent. Non, ce soir, c'est moi c'est les rencontres du lieutenant. Alors, c'est des candidats, candidates avec moi ce soir. Maxime va venir à cette émission une autre fois, mais pas ce soir. Alors, merci beaucoup de votre présence et des partages. Alors, pour commencer, on va parler d'un sujet quand même qui dérange beaucoup au Québec, qui dérange le Canada, qui dérange les États-Unis, l'Occident en fait. La lutte contre les femmes, mais oui, avec des politiques un peu misogynes et le PPC a décidé que ça méritait une attention particulière. On a une plateforme, contrairement à bien d'autres partis des fois, et qui est assez détaillée et très claire. Protéger les femmes et les enfants contre les préjudices. Ça, c'est le premier point qu'on va discuter ce soir. On connaît un peu les enjeux, le marxisme qui est à travers tout ça, le marxisme culturel. L'attaque contre les femmes, on le voit aussi dans les sports féminins, hein, permettre des transgenres d'aller se battre contre les femmes. Imaginez, c'est épouvantable. Garçons et filles dans les écoles,
on essaie d'étouffer d'un côté la masculinité tout en niant les femmes. C'est carrément ça. Donc, notre plan, la normalisation de l'idéologie transgenre, en particulier chez les jeunes, parce qu'il faut comprendre que ça commence chez les jeunes beaucoup, aura un impact catastrophique sur toute une génération si nous ne changeons pas radicalement rapidement de cap. Si les adultes peuvent faire les choix, eux autres, les jeunes, c'est pas pareil. Alors, si les adultes peuvent faire les choix qu'ils souhaitent concernant leur sexe, les identifications de genre, les Canadiens qui croient qu'il n'existe que 2 sexes, hommes et femmes, biologiques, féminin, masculin, et genre immuable, ne doivent pas être contraints non plus d'adapter leur langage et leur comportement à l'idéologie du genre. En particulier, les femmes et les enfants doivent être protégés des conséquences néfastes de cette idéologie. Alors, un gouvernement du Parti populaire modifiera le code criminel pour interdire l'utilisation de bloqueurs de puberté, d'hormones du sexe opposé et toute forme de mutilation corporelle sur les mineurs dans le but de transitionner vers un autre sexe. En outre, toute personne encourageant des mineurs à effectuer une transition pourrait être tenue pour criminellement responsable d'avoir tenté de leur causer des sévices. Alors, actuellement, c'est l'inverse. Supprimera l'interdiction imposée par le projet de loi C4, le soi-disant projet de loi sur les thérapies de conversion, d'aider les mineurs souffrant de dysphorie de genre à accepter leur corps. Cessera de financer tout organisme qui fait la promotion de l'idéologie radicale de genre, appliquera strictement l'article 163.1, paragraphe 1b, du Code criminel afin de retirer les contenus pornographiques inappropriés des écoles et des bibliothèques, protégera les espaces réservés aux femmes, prisons, refuges, salles de bain, vestiaires, piscines et autres, contre l'intrusion des hommes biologiques des vestiaires de piscine, il faut s'entendre. Les piscines sont mixtes quand même. Mais dans les vestiaires, on a vu un cas, entre autres, au Canada et ailleurs. Maintiendra des compétitions séparées pour les femmes, par exemple aux Jeux olympiques ou les athlètes, auxquels les hommes biologiques ne peuvent participer dans les sports réglementés financés par le gouvernement fédéral. Abolira les programmes fédéraux de financement des opérations de changement de sexe pour les fonctionnaires et les prisonniers. Oui, oui, mais mesdames et messieurs, vous payez pour ça. C'est-tu génial? Et on poursuit en terminant. Donc, abrogera la loi C16. Abroger, ça veut dire éliminer, enlever la loi C16 qui a ajouté l'auto-identification de genre comme motif de protection contre la discrimination. Pour en parler avec moi, j'ai une candidate qui va nous accompagner. Et je vais enlever ceci. Et cette candidate, c'est Ruth Fontaine, qui va représenter le PPC pour le comté de la Prairie. Alors, bienvenue, Ruth. Bonjour, Daniel. Bonsoir. Alors, merci de ta présence. Et d'entrée de jeu, tu as entendu ce que j'ai mentionné. Pourquoi ça te dérange? Qu'est-ce qui te dérange dans le narratif? Et nous, au PPC, on a une politique contre ça. Et c'est toi qui voulais nous parler de ce sujet-là. Pourquoi ça te touche principalement? En fait, en tant que femme et en tant que femme qui a été jeune fille aussi, je crois que c'est important de considérer ce qui est en train de se passer dans notre société. En fait, quand on est une jeune femme ou une femme biologique ou par choix, je ne sais pas maintenant comment on doit appeler ça, mais je crois qu'on doit être conscient de la sécurité aussi des femmes. Et des jeunes filles. Donc, dans ce cas particulier où je pense que tu as mentionné, où des hommes biologiques transgenres décident de s'intégrer dans des sports, je trouve que ça met encore les femmes dans une position de vulnérabilité. Et je crois que c'est important de considérer ça et de soulever les points. Donc, il y a toujours l'exception à la règle, mais on ne peut pas faire excusez-moi. Faites-en pas, c'est la première fois que c'est en studio. Faites-en pas, c'est Donc, en fait, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, mais c'est un sujet. Donc, on voit le Canada qui a pris une dérive, il faut le dire, Trudeau, mais pas juste Trudeau, l'opposition qui a voté pour C4, entre autres, dont les conservateurs de Poilievre, faut-il le rappeler pour ceux qui l'ignorent. Et nous, au PPC, on ne veut pas laisser faire ça. Cette politique-là, tu es prête à la défendre, la politique du PPC, carrément, puis abolir les lois, puis rendre ça criminel l'inverse aussi, faire ce qu'on veut faire avec les jeunes.
Ben certainement si je deviendrais, députée, ce serait, mon rôle de protéger les femmes. Ce serait mon rôle de protéger les enfants. Ce serait mon rôle d'écouter aussi, heu, pas seulement un petit groupe, mais d'écouter vraiment tout le monde à ce sujet-là et donc c'est un sujet qui me tient, à cœur aussi pour les enfants. Mmh. Parce que lorsqu'on parle des enfants, moi je me rappelle alors que j'étais jeune, il y a il y a beaucoup de choses que j'ai faites que j'ai regrettées, hein, Mmh. on en a fait des niaiseries à l'époque Ouais. où on était Bon, jeunes. On non, non, sage. YouTube n'existait mais pas. mais on a tous une façon de penser qui est progressive. Puis quand on devient adulte, ben, on pense différemment, puis des fois, on revoit nos choix dans le passé, puis on dit: «Mais mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça?» et cetera. Donc, quand on parle d'une politique qui permet à des enfants de transiger, alors qu'un enfant, je me rappelle que même à 18 ans, c'était l'âge où qu'on pouvait commencer à fumer la cigarette, Oui, ou qu'on pouvait aller dans les bars, oui. ou même la conduite, ça prend, je pense, c'est 16 ans aujourd'hui. Donc, Mmh. comment on peut arriver dans une société où on va permettre à des enfants de prendre, de telles décisions qui vont avoir un impact sur toute leur vie? Ouais. Donc je crois que c'est à reconsidérer aussi. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je pense que ça tient à cœur de beaucoup d'autres, Canadiens, Canadiennes. Donc je pense il faut en parler et être libre d'en parler. Je crois qu'on a le droit à notre opinion. On est encore, dans un pays dit libre, donc je pense qu'il faut lever, les sujets et tout. C'est important parce que la liberté d'expression, effectivement, avec les projets de loi qu'il y a actuellement, on n'aurait même plus le droit d'en parler. Bon, premièrement. Et deuxièmement, il y a un autre mensonge qui est véhiculé, le fait que de dire à des jeunes que de se faire charcuter, de se faire, pour les jeunes filles, de se faire l'ablation des seins ou en tout cas, je ne sais même pas comment dire ça, mais les organes génitaux, ils les enlèvent ou ils essaient de faire n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Et de leur faire croire qu'il n'y aura pas d'impact, premièrement, et que ça peut être réversible, parce que le mensonge, c'est la vie. Comment tu vois cette attaque-là aussi face à la jeunesse? Mais en fait, comme je disais, les jeunes, je veux dire, ce sont des jeunes. On les appelle pas des jeunes pour rien. Ce sont des enfants qui sont dans une société, qui apprennent à devenir de bons citoyens, qui doivent être éduqués pour devenir de bons citoyens. Et maintenant, on est rendu dans l'éducation, à les éduquer ou à les influencer vers un courant qui est une idéologie, en fait, majoritairement. Donc je crois que, il faut protéger nos jeunes. Je veux dire, quand tu es adulte, tu prends des décisions d'adulte avec les conséquences d'adulte Exact. et c'est correct. Mais quand tu es un enfant, je pense qu'il faut les traiter comme des enfants et puis leur donner la chance d'être un enfant, d'avoir peut-être une façon de penser différente, mais de les aider à s'accepter. Parce que c'est important, dans une société d'apprendre à s'aimer soi-même. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait mettre l'emphase, Excellent. mmh. Oui, et ça met un peu en place les valeurs et gros bon sens, comme on dit. Et je vais regarder, je rappelle aux gens, je prends une minute pour lire, parce que vous avez le droit de poser des questions, gênez-vous pas. Euh, les hormones de boulot font perdre des jobs. Attention, ça, c'est une joke. Ça, c'est d'autres choses. Protégeons nos enfants des chénophiles de son bon, ça, c'est d'autres choses. Ça, il y en a qui disent ça, c'est pas prendre des hormones de chanvre, ça, c'est d'autres choses. Alors, il y a des jokes là-dedans qui se font. Ça, je vais revenir. Denis Champagne, je vais répondre à ta question tout à l'heure pour le 21 avril. Euh, ben, ça, c'est intéressant. Un commentaire ici, pas une question. Je me sens vulnérable quand les gens n'acceptent pas mon hétérosexualité. Bon, c'est une joke, mais savez-vous quoi? Je l'ai entendu pour vrai. Une histoire de jeune fille au secondaire qui subit du bullying parce qu'elle a déclaré aimer les garçons. Comment tu trouves ça? Elle est attirée par les gars, elle l'a dit, et parce qu'elle a dit qu'elle aimait mieux les garçons, ben, elle n'était pas intéressée par les filles. Là, c'est le contraire, elle se fait stresser pour ça. En fait, c'est ça, c'est comme tout est en train d'amener un peu un vent de, je dirais, confusion, en fait. Je trouve que
ce qui était que la biologie, la nature nous témoigne qu'il y a un homme, une femme, on le voit dans toute la création. Et puis, on arrive à un point où on se sent mal de dire les choses qui sont même scientifiques. Donc, il y a la partie croyance qui est une chose, mais il y a la partie scientifique. Exact. Donc, et quand on arrive dans une société comme ici, et puis j'entends quelque chose comme ça, alors que c'est tout à fait normal d'être attiré vers le sexe opposé à la base là, de la création. Donc, je trouve qu'il faut aussi que ce soit dans les deux sens. Donc, si on fait de la discrimination d'un côté, on ne le fait pas de l'autre, on parle, c'est un peu, c'est complexe maintenant, même discuter de ces sujets-là. Et ça ne devrait pas l'être. On est en Exactement. 2024, on est supposé avoir être évolué, mais voilà, c'est une régression, je pense. Mais je pense que les choses vont se replacer, les gens réalisent que ça n'a pas de bon sens et que ça va nulle part, ces histoires-là. Voilà. Alors, merci beaucoup, Ruth, pour ce premier segment. Daniel. Et on va te revoir à la fin pour le mot de la fin avec les autres candidats. Super, merci. Merci. Alors, c'était Ruth Fontaine, alors pour la Prairie, qui était candidate aussi en 2021 avec le PPC. Alors, candidate d'expérience déjà. Alors, le prochain sujet, et avant d'aller plus loin, on m'a demandé effectivement la rencontre du 21 avril, juste pour le remercier. C'est le 21 avril, c'est à Saint-Adèle. Alors, c'est les créateurs du Nouveau Monde. Rencontre causerie spéciale avec Maxime Bernier, 21 avril. Alors, vous allez sur le site. Et ça, je vais vous l'envoyer dans les commentaires. Un instant. Oui, le 21 avril. Donc, je vois la question sur Rumble, c'est la même. Alors, je vais vous mettre dans les commentaires le lien pour vous inscrire. Là-dessus. Voilà. OK. Alors, 21 avril, à Saint-Adèle, Maxime, c'est en après-midi. Alors, Maxime va être là pour répondre aux questions, parler aux gens, discuter. Et c'est animé par Linda Légaré, donc il a été invité pour parler. L'homme derrière le chef, l'homme derrière le Parti populaire du Canada, le chef. Alors, Espace La Chapelle, 1270 Main-Pierre-Pellado. Et le coût, c'est 10 c'est pas c'est pas organisé par le PPC, je tiens à le rappeler, c'est un événement à laquelle Maxime est invité. Voilà. Le prochain sujet, un sujet assez important aussi. On en a parlé, on en parle souvent. L'immigration. Mais on parle d'immigration de masse. Hein, on ne parle pas d'exclure des immigrants. Ben non. Réduire, dans notre plateforme, réduire les seuils et prioriser les immigrants qualifiés. C'est un enjeu en soi. Et il ne faut pas tomber non plus dans le piège, parce que je vais vous lire une déclaration de Maxime ensuite, qui est sortie aujourd'hui. Alors, l'enjeu d'immigration de masse, on le voit, beaucoup d'impact sur la société, sur l'économie, mais pas dans le sens qu'on pensait, hein, pour la création de richesse, au contraire. Beaucoup de problèmes de logement liés à cela, parce que si tu ajoutes 1 million, et aujourd'hui encore, on a eu 1 million de plus de Canadiens, d'immigrants, où seront-ils logés? On ne peut pas bâtir en un an 1 million d'habitations de plus. C'est faux, c'est un mensonge. Alors, je vais relire la politique. Alors, notre politique d'immigration ne peut profiter aux Canadiens que si nous accueillons le bon type et le bon nombre d'immigrants et de résidents non permanents. Elle devrait prioriser les intérêts économiques du Canada et être calibrée de manière à ne pas compromettre les valeurs canadiennes et le maintien de notre identité nationale. Ah oui, parce qu'on a une identité. Je sais que Trudeau a essayé de dire que les Canadiens n'avaient pas d'identité. Rappelez-vous, dans l'histoire du Québec, quelqu'un a déjà dit ça du Québec aussi, que les Québécois n'étaient pas un peuple et qu'il n'y avait pas d'identité. Hein? C'est drôle, là, ça se fait à l'échelle canadienne. Alors, ce qu'on va faire, réduire considérablement le nombre d'immigrants et de réfugiés que nous acceptons chaque année, pour le faire passer de 500 000, selon le plan gouvernemental libéral pour 2025, à entre 100 000 et 150 000 en temps normal, ou encore moins en période de crise. C'est peut-être une période de crise que le Canada s'en va, en fonction des circonstances économiques et autres. Réformera le système de points et les programmes associés pour que notre politique d'immigration soit axée sur l'acceptation d'une proportion plus importante d'immigrants économiques possédant les compétences voulues. Réduira considérablement le nombre d'immigrants reçus dans le cadre du programme de réunification familiale, notamment en supprimant la catégorie de parents et grands-parents. Réduira considérablement le nombre de travailleurs étrangers temporaires et s'assurera qu'ils occupent des postes réellement temporaires et ne concurrencent pas de façon déloyale les travailleurs canadiens. Et comme ça a été vu récemment, d'ailleurs, réduira
considérablement le nombre de visas des étudiants étrangers, veillera à ce que chaque personne souhaitant immigrer au Canada passe une entrevue en personne et réponde à une série de questions spécifiques afin d'évaluer à quelle mesure elle s'aligne sur les valeurs et normes canadiennes. Et si je reviens sur le point des visas étudiants étrangers, il faut être conscient que si tu accueilles chaque année 1 million, 2 millions, 4 millions d'étudiants étrangers, ça aussi, ça a un impact sur le logement, entre autres. Augmentera les ressources du SCRS, GRC Immigration de Citoyenneté Canada, afin de mener ces entrevues et de vérifier rigoureusement les antécédents de toutes les catégories d'immigrants. Donnera la priorité aux réfugiés appartenant à des groupes persécutés qui n'ont nulle part où aller dans les pays voisins. Par exemple, les chrétiens, les yézidis et les membres d'autres religions minoritaires dans les pays à majorité musulmane. Les membres de la communauté ahmadi et d'autres musulmans de ces pays qui sont persécutés parce qu'ils rejettent l'islam politique et adhèrent aux valeurs occidentales. Et les membres de minorités sexuelles aussi. Contrat sur les parrainages privés. Au lieu de laisser le gouvernement assumer tous les coûts de la réinstallation des réfugiés au Canada, retirera le Canada, et ça c'est très important, du Pacte mondial pour les migrations des Nations unies. Alors, notre plan de migration est assez clair, merci, assez direct. Et je vais relire la déclaration aujourd'hui de Maxime Bernier à ce sujet, qu'il a fait. Je vais aller chercher ici. Très important, parce que là, il y a eu encore quelque chose d'autre qui est arrivé. Ça concerne le Conseil du patronat, qui demande d'avoir 100 000 immigrants de plus pour les besoins du travail, supposément. Pendant que des Québécois vont perdre, puis des Canadiens vont perdre des emplois, parce qu'on parle de récession. Ça ne sera pas long. Donnez-moi 2 secondes. Ma page n'était pas prête. Ça, c'est de ma faute. Bon, on va y arriver. Ça ne sera pas long. Voilà. Donc, très important ici. Et je vais prendre le temps de la lire. Donc, qu'est-ce qui a amené ça ici aujourd'hui? Et ce n'est pas une blague. C'est une nouvelle à laquelle Maxime a réagi aujourd'hui. Et effectivement, vous avez des bons commentaires, je les vois, je vais y revenir tout à l'heure. Le Conseil du patronat réclame jusqu'à 100 000 immigrants par an au Québec. La réponse de Maxime est claire. Ces demandes de la part des lobbies d'affaires sont complètement inappropriées. C'est aux entreprises de s'adapter aux besoins de la société dans son ensemble, pas à la société de se transformer radicalement pour répondre aux besoins des entreprises. Les lobbies d'affaires qui militent en faveur de l'immigration de masse ne travaillent pas dans l'intérêt des Québécois et des Canadiens. Il y a d'autres façons de faire face aux pénuries de main-d'œuvre que d'importer de la main-d'œuvre bon marché à l'étranger. Il faut le dire, hein? En anglais, ils appellent ça cheap labor. L'une des principales raisons pour lesquelles notre productivité stagne depuis des années, c'est que les entreprises préfèrent embaucher des travailleurs immigrants en bas salaire plutôt que d'investir dans des technologies qui améliorent la productivité. C'est aussi pourquoi le PIB par habitant, c'est une réalité, c'est un fait, stagne et notre niveau de vie n'augmente pas. Les entreprises peuvent également augmenter les salaires pour attirer les travailleurs, ici, même si cela signifie également, et oui, augmenter le prix de ce qu'elles vendent. S'ils ne parviennent pas à rester concurrentiels, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de marché viable pour leurs produits et qu'elles devraient faire autre chose. Sinon, les principes de subvention aussi à outrance. Bien sûr, la meilleure aide serait de réduire le fardeau fiscal et réglementaire. Donc, voilà. J'ai perdu mon bout. J'aurais dû fermer avant, excusez-moi. Bon. Réduire le fardeau fiscal et réglementaire, ce sur quoi elle devrait se concentrer au lieu d'agir comme des parasites faisant constamment pression sur le gouvernement pour obtenir des subventions et de la main-d'œuvre étrangère bon marché. Je suis un fervent partisan du libre marché et dépendre de l'intervention de l'État pour rester à flot. Ce n'est pas cela. Lorsqu'on évalue les niveaux d'immigration, il faut d'abord tenir compte de notre capacité d'intégrer les immigrants, de la stabilité culturelle et de la cohésion sociale, de la pression sur le logement et les infrastructures, pensez aux hôpitaux, pensez aux écoles aussi, des salaires et du coût de la vie, et non pas chercher à répondre aux besoins de main-d'œuvre à court terme des entreprises. Qu'est-ce qui est le plus important?
protéger notre niveau et notre qualité de vie ou aider les gestionnaires d'entreprise à faire des profits rapides? Alors voilà, nous avons mal géré cela pendant des décennies. Il est temps de redonner la priorité aux Canadiens. Alors, pour discuter de ce sujet avec moi, et un sujet épineux, bien, je vais avoir Tiny Olinga du comté de Longueuil-Charlemagne qui s'est aussi présenté lors de la dernière élection partielle qu'il y a eu à Montréal, alors au mois de mai dernier. Bonjour Tany, bienvenue. Bonjour Daniel. Alors, bienvenue. Alors, politique migration, et il y en a qui vont dire tout de suite, oui, mais là, pourquoi c'est lui? Puis, de quel endroit tu viens? C'est parce que, est-ce que tu es né ici? C'est quoi ton parcours? Parce que tu as sûrement un parcours intéressant. Oui, non, je ne suis pas né ici, bien sûr. Je suis né en Afrique, dans un pays qui se situe en Afrique centrale. Voilà. Ça s'appelle le Cameroun. Un beau pays, Cameroun. Oui, c'est appelé ça l'Afrique en miniature. Donc, le nouveau nom même qu'on a adopté, c'est le continent. Donc, je viens de ce pays-là. Lorsque j'ai fini mes études secondaires, donc mes parents m'ont envoyé continuer les études en Russie. J'ai étudié là-bas, j'ai passé 12 ans d'études là-bas, j'ai fait l'université, 7 ans, et j'ai fait 5 ans de doctorat. Ouais. Après, je suis... Pas trop vite, juste avant. Tu étudies en Russie, tu viens du Cameroun, tu parles très bien français. Combien de langues tu parles? Oh, je parle trois langues, je parle couramment 3 langues. Félicitations. Bravo. Merci. Et donc, tu as travaillé ensuite. Donc, tu t'es promené, tu n'as pas vu juste un pays dans le monde. Oui. Tu as pu voir ce qui se passait ailleurs. Effectivement. Et tu es arrivé ici au Canada depuis combien d'années? Ça fait plus de 15 ans, ça fait 16 ans, je pense. 16 ans. Mais il a survécu à 16 hivers. Oui, 16 hivers. Plus, je pense, 13 hivers en Russie. Oui, c'est pas facile. Donc, on a une politique migratoire qui pourrait en choquer plusieurs. Oui. Comment tu trouves la politique? La politique migratoire au Canada, je pense qu'elle est en train de se détériorer. Et c'est un problème sérieux. Moi, c'est un problème qui me tient à cœur parce que ce pays, c'est mon pays. J'ai vécu pratiquement la moitié de mon temps à l'extérieur. Et lorsque je vois la tangente que ce pays prend concernant certains problèmes sociaux, comme par exemple l'immigration, moi, ça me fait peur parce que je ne reconnais pas le pays que j'ai connu il y a 16 ans. Parce que si on parle effectivement d'immigration, il y a, si originellement, si on aborde, n'est-ce pas, ce sujet, on va quand même se rappeler que l'immigration se faisait sur 3 motifs principaux. C'était soit pour des raisons politiques, c'est-à-dire des personnes qui étaient là pour l'asile politique. C'était soit pour des raisons de travail, des personnes qui quittent un pays à aller travailler dans un autre pays, ou alors pour des raisons familiales, c'est-à-dire le conjoint vit dans un pays, sa famille va le rejoindre. C'est vrai que le monde a évolué et le monde est devenu un village planétaire où les gens se déplacent librement, et ce qui fait qu'il y a eu tout genre d'immigration qui ont embarqué pour les études, le tourisme et tout ça. Mais le plus important, c'est qu'on ne doit pas oublier ses valeurs, on ne doit pas oublier son socle. On ne peut pas détruire le chez-soi simplement parce que, c'est-à-dire, on veut satisfaire à certaines tendances. Et je suis souvent estomaqué et même très déçu que les politiciens, peut-être dans la majorité des cas, pour des raisons électoralistes ou alors populistes, évitent d'aborder ce sujet. Lorsque nous regardons, par exemple, actuellement, au Canada, moi, je suis surpris que comment en une année, on peut recevoir 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est presque 3% de la population canadienne. C'est énorme. Et oui, c'est énorme. Et 41 millions aujourd'hui, pour oui. ceux qui l'ignorent, 41 millions maintenant. Là.
Oui, 41 millions de chiffres. Donc, c'est presque la totalité de toute la communauté noire du Canada. Les Noirs arrivent ici depuis des années. Oui. Donc, c'est comme si les Noirs qui arrivent ici depuis des décennies, on dit d'un coup, venez en une année. Ils seront logés où? Parce que ces immigrants qui arrivent, même s'ils arrivent pour le travail, c'est-à-dire ils consomment les biens et les services. Donc, il faudra qu'ils se soignent, il faudra qu'ils envoient leurs enfants à l'école. Certains iront à l'aide sociale. Donc, c'est-à-dire tout ceci, toutes ces dépenses, ça va venir d'où? Donc, le gouvernement n'est pas conscient de ça. Et nous voyons des conséquences qui sont ponctuelles. Par exemple, l'explosion du prix des loyers. Les loyers ont vraiment explosé. Même pour les Canadiens, ce n'est plus possible. Moi, j'ai déménagé du Québec en 2014. Je suis allé au Nouveau-Brunswick. Je suis revenu en 2017. Donc, j'avais mon médecin de famille. Je l'ai perdu, évidemment, parce que depuis 2017, je suis inscrit. 2017, 2024, ça fait 7 ans. Je suis dans une liste d'attente pour un médecin de famille. Mais je suis surpris. Il y a des résidents permanents qui sont arrivés après. Ils ont des médecins de famille. Plus vite que... Parce que quand tu es arrivé, oui, c'était pas automatique de même. Oui. C'était peut-être une erreur, ceci dit. On aurait dû mieux gérer ça. Là, on ne l'a pas fait. Mais là, il y en a qui vont dire ça va bien, c'est une réussite si on réussit à faire ça. Mais il faut comprendre que même des immigrants qui ne passent pas par le canal normal, toi, tu as fait tes demandes, tu as rempli tes papiers, tu as fait le processus. Effectivement. Et là, il y en a qui vont plus vite, qui bypassent ce système. Effectivement, c'est pareil pour des garderies. C'est-à-dire, les locaux, les gens d'ici, ils ont la misère à trouver une garderie dans un CPE. On privilégie, ce n'est pas officiel, mais c'est ce qu'on a constaté, on privilégie les nouveaux arrivants. Donc, lorsque un gouvernement, lorsque les dirigeants ne s'occupent pas de leur population, ça c'est grave. Leurs populations doivent être au centre de tout, ils doivent être au premier plan. Vous ne pouvez pas faire que votre enfant à la maison, il manque de quoi manger. Vous dites aux voisins, envoie tes enfants, moi je vais les nourrir. Ce n'est pas possible. La priorité doit toujours être pour les Canadiens. Mais les politiciens, par complaisance politique et surtout pour des raisons électoralistes, parce qu'ils savent que c'est des votes qu'ils partent chercher, là, ils n'abordent pas ce côté-là, ou lorsqu'ils abordent, c'est simplement pour montrer aux immigrants que nous sommes avec vous, nous sommes prêts à tout vous donner. Le Canada, c'est un pays ouvert. Oui, c'est ouvert. Nous ne sommes pas contre la diversité. Le monde aujourd'hui, il est divers. Mais ce qui est là, nous devons avoir un socle. Ce qui fait un peuple, c'est sa culture. Moi, je travaille dans une société ici, une grande société, hein, je pense, c'est même le plus grand employeur, une société qui était une société d'État. J'avais une collègue, elle venait d'un pays, mais ce n'était pas un pays africain. Elle a fêté ses 30 ans, elle nous a invités, nous, ses collègues. On est partis chez elle, elle nous a bien reçus, son père était là. Elle est née ici. Elle est née ici. Donc, ça veut dire que son papa vivait ici, ça faisait minimum 30 ans. Voilà. Mais moi, j'ai été surpris que quand son papa a voulu faire le discours, il ne parlait ni français, il ne parlait ni anglais. Il fallait qu'elle ait traduit ce qu'il disait. Après 30 ans. Après minimum 30 ans. Ouais. Après minimum 30 ans. Et j'ai vécu la même chose en France en 2019. J'étais avec mon fils. On voulait monter à la Tour Eiffel. Donc, on était en rang pour acheter des tickets. Il y avait un couple un peu âgé devant nous. C'est même mon fils qui avait constaté que ils avaient des passeports canadiens. Donc, on leur posait la question. Ils ne comprenaient pas. Donc, je leur ai posé la question. Moi, je me suis dit, peut-être, ils viennent de l'Ontario et tout. Je leur ai posé la question en anglais. Ils ne parlaient ni français ni anglais. Okay, la chance que j'ai eue, c'est que je parlais un peu la langue du pays d'où ils venaient. Et c'est là où j'ai dit à la madame que, c'est-à-dire, ils veulent acheter les tickets et tout, ils veulent partir. Donc, et poser la question à la madame si ils peuvent utiliser
ils peuvent acheter les tickets aujourd'hui après, s'ils voulaient aller aujourd'hui et repartir un autre jour. Ils voulaient acheter comme des tickets de fois. Bon, bref, moi, quand j'ai vu ça, moi, sincèrement, je me dis, mais le minimum quand tu es dans un pays, la culture, la langue est c'est le vecteur principal d'une culture. Parce que lorsqu'on parle du Québec, qu'est-ce qu'on voit? C'est le français. Et oui. Là, c'est la première chose qui captait l'intérêt. Donc, si on enlève au Québec le français, le Canada, si on enlève le français et l'anglais, on ne sait pas, on ne va plus parler de pays. Donc, ça, c'est des conséquences en dehors de tout ce qu'on a comme conséquences sur les logements, sur la surpopulation, parce que ce n'est pas encore arrivé, mais moi, je suis sûr que ça va arriver. La surpopulation, ça va avec l'insécurité. Qu'on ne se trompe pas. Je sais qu'ici, il y a 10-15 ans, on dormait les portes ouvertes. Maintenant, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Donc, tu as vu un changement déjà. Oui, effectivement. Et quand tu es arrivé, c'est pas ça à quoi tu t'attendais. Parce que quand tu es arrivé ici, d'abord, tu étais au courant que le français était parlé ici. Oui, oui. Et je sais personnellement qu'il y a des immigrants à qui j'ai parlé dans les dernières années. Ils ont été surpris d'apprendre que ça parlait français ici, ils ne comprenaient pas. On ne leur a pas dit. On ne leur a pas dit qu'ici au Québec, ça parlait français. Et encore moins à Montréal. Et on a même dit, j'ai entendu des commentaires genre, tu n'as pas besoin de parler le français, tu peux parler juste en anglais ou même pas d'anglais, parce qu'ailleurs au Canada, il y a des gens qui parlent ni anglais, donc ni français, ni rien du tout. C'est sûr que pour s'intégrer au pays, ça peut être difficile un peu. Mais tu as parlé du tissu social. Tu l'as vu se dégrader aussi. Tu sens que socialement, le climat c'est moins aidant peut-être, c'est moins collaboratif. Oui, le climat, les gens ne comprennent pas. Moi, ça fait même pas un mois, j'étais dans un Tim Hortons, ici à la salle. J'ai vu un jeune homme, il y avait une madame très âgée devant, elle faisait une commande. Il y avait un jeune homme, il avait peut-être que 18-19 ans, un immigré. Il ne comprenait pas. Elle parlait français. Et je lui dis que vous ne parlez pas français. Moi, je lui pose la question en anglais, vous ne parlez pas français? Il me dit non, moi, je ne parle pas français. Je lui dis que bon, on va chercher quelqu'un qui parle français. Il est parti chercher une madame qui est arrivée. Elle aussi, le français, je ne peux même pas dire que c'était approximatif parce que je ne comprenais même pas ce qu'elle. J'ai dit que non. J'ai dit là à la madame, est-ce que je peux commander? Est-ce que je peux lui dire en anglais? Elle a dit non, on doit me servir en français. Donc, on est donc parti, on a appelé un superviseur. Vous savez, des choses comme ça, je vous dis, c'est très frustrant. C'est très frustrant. Donc, on est au Québec. La référence, le socle du Québec, c'est d'abord la langue française. Oui. Donc, l'histoire du Canada est basée pas mal là-dessus. C'est basé pas mal là-dessus. Un peu comme Maxime a dit. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un casting des candidats. Dans chaque pays, quand vous voulez immigrer, c'est même ça l'immigration. Si aujourd'hui, là, vous avez un voisin et qu'il vous dit, mes enfants vont venir coucher chez vous, ils vont venir passer le week-end, vous aimeriez savoir votre voisin, c'est qui, ses enfants, c'est qui, comment ils sont éduqués, est-ce qu'ils sont scolarisés, est-ce qu'ils fument, est-ce qu'ils boivent. Vous allez connaître tous avant de les accueillir chez vous. Et même lorsqu'ils arrivent chez vous, ce n'est pas à eux de venir imposer. Parce que ce qui arrive souvent dans l'immigration de masse, c'est que les immigrants qui arrivent, ils veulent venir imposer leur culture. C'est arrivé dans beaucoup de pays, vous voyez, ils veulent venir imposer leur culture. Je vais prendre un cas simple. Dans beaucoup de pays d'Europe, officiellement, les pays qui ont vraiment ouvert l'immigration de masse, dans beaucoup de pays, la polygamie, par exemple, légalement, elle est interdite. Exact. Mais elle est très pratiquée. Culturellement, parce qu'il y en a que oui, puis c'est pas qu'on est pour ou contre, c'est que la loi d'un pays dit non, et la personne avec la culture arrive, fait comme si la loi n'existait pas. Effectivement, et ce sont les conséquences de l'immigration de masse, parce que si aujourd'hui, là, vos soeurs, vos frères vous disent, mes enfants vont venir passer les vacances chez vous, ce n'est pas à eux de venir dire qu'on va dormir à 7 à 8 heures. Si vous faites coucher vos enfants à 8 heures, ils doivent se conformer. Ils ne peuvent pas venir chez vous et dire que, comme chez nos parents, nous, on se couche à 11 heures, on va se coucher à 11 heures. Donc, il faut, et parfois, c'est difficile de contenir tout ça parce que les gens sont tellement nombreux, on laisse faire. Et moi, je suis sûr que si ça continue comme ça, nous allons vivre ce que certains pays d'Europe vivent et ce sera très compliqué.
C'est-à-dire aucun gouvernement, je pense qu'il est temps 1 million, c'est l'équivalent de la population de toute la Nouvelle-Écosse. C'est comme si on ajoutait une 14e région aux provinces au Canada. Oui, si le gouvernement l'a fait et qu'on n'est pas au courant, qu'ils nous disent qu'on a ajouté, parce que c'est vrai, c'est inadmissible et ça n'existe dans aucun pays au monde. Je vais peut-être aborder un autre point, peut-être que je ne sais pas, Daniel, c'est toi qui régularise autant. Donc, vous voyez, il y a les pays d'Afrique, il y a beaucoup de guerres en Afrique. Oui. Vous le savez, ça, on le sait. Il y a un pays, le Congo-Brazzaville, ils avaient une guerre au sud, au pôle. Il y a environ 20 ans, je ne sais pas si ce conflit continue. Les réfugiés qui venaient de là-bas, beaucoup de pays européens ont refusé. Parmi lesquels, parce que j'ai connu beaucoup des Congolais qui arrivaient de ces pays-là, je les ai connus en Russie. Tous ils arrivaient en Russie, la Russie a dit, nous, on n'a pas les moyens de vous créer des conditions. Il y a les pays tiers qui ont accepté, il y avait le Canada, il y avait les États-Unis, il y avait la Suède. Donc, quand ils arrivaient là-bas, ils n'avaient presque aucun statut, mais après, ils allaient dans d'autres pays, comme la Suède, les États-Unis, je ne sais pas, c'est pas la Russie, il y a d'autres pays qui avaient refusé. Ouais. Donc, moi, je pense que si on ne peut pas créer des conditions, aujourd'hui, ça ne sert pas de les accueillir, quelle que soit la forme d'immigration. Ouais, quelle que soit la forme d'immigration, ça ne sert à rien parce que ça va détruire notre tissu social, ça va désorganiser notre situation, ça va nous entraîner dans une situation, un monde où nous-mêmes, nous ne pourrons plus maîtriser notre société. Voilà. Ben, c'est bien dit, merci. Et ce n'est pas le Canada que tu as connu et que tu vas avoir. Ce n'est pas le Canada que j'ai connu, ce n'est pas le Canada que je vais avoir. Tous mes enfants sont nés ici. Ça, c'est leur pays, ils ne connaissent pas notre pays. Donc, je voudrais vraiment que c'est-à-dire ce pays soit le pays des rêves. Parce que le Canada, qu'on le veuille ou pas, ça demeure le pays pour lequel beaucoup de gens rêvent encore, que ce soit à l'extérieur. Le Canada est l'un des pays qui a la plus belle image au monde. Donc, je voudrais que ce pays, que les gens continuent de rêver de ce pays. Et si les gens rêvent de ce pays, les gens n'ont pas tort. Ouais. Nous avons un très beau pays, un pays qui est calme, un pays qui est organisé, mais nous ne devons pas détruire nos bonnes politiques qui ont été mises en place par les fondateurs de ce pays, tout simplement parce qu'il y a des politiciens, pour des raisons que nous ignorons, peut-être qu'eux-mêmes ignorent, ou alors savent, veulent nous entraîner, ce que moi je dirais, dans un gouffre. Alors, merci beaucoup, Tanguy. Oui. Alors, je t'invite à rejoindre ta place. On va se revoir tout à l'heure pour le mot de la fin. Merci beaucoup et tes paroles vont faire jaser, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. C'était essentiel. Merci. Alors, informer les gens, c'est ce qu'il faut faire. Et vous voyez, c'est un sujet, l'immigration, qui n'est pas facile. C'est clair. Et plusieurs, vous savez, la politique de Trudeau, c'est plus d'immigration, mais c'est clair qu'il y a un problème actuellement, puis on va tous le vivre, tout le monde ensemble. Tanguy a parlé de lois, de règlements, de politique, justement, du pays. Bien, il y en a, on en a plusieurs. Et on a, comme je dis, on a une plateforme qui est plutôt riche. Hein? Et on a un autre sujet assez important, merci. On appelle ça la légitime défense au Canada. Ben oui, la légitime défense. On ne parle pas des armes à feu, on parle de légitime défense. Ces dernières années, vous savez, ça aussi, ça a été un peu attaqué. Même chose. Donc, nombreux cas où d'honnêtes citoyens qui se sont défendus contre des assaillants violents ont été eux-mêmes inculpés et jugés parce qu'ils avaient utilisé une force qui n'avait pas été jugée raisonnable dans les circonstances et proportionnelle à la menace perçue. Le Code criminel rend spécifiquement illégal de porter sur soi et d'utiliser des dispositifs non létaux tels que le poivre de Cayenne comme moyen de défense contre des agresseurs potentiels. Les femmes en particulier sont donc encore plus dépourvues de défense et susceptibles d'être victimes d'agressions et de violences sexuelles. Notre plan, alors les Canadiens devraient pouvoir se défendre en cas d'agression violente ou de vol dans leur propre maison sans crainte de poursuite pénale. Tout le monde, et les femmes en particulier,
Alors, tout le monde, les femmes en particulier, devraient aussi être autorisées à utiliser des moyens efficaces pour se défendre contre les agresseurs et les violeurs. Le gouvernement du Parti populaire modifiera l'article 34 du Code criminel. Hein, on parle de modifier des lois ici, là, les codes criminels, pour clarifier et renforcer le droit à la légitime défense et augmenter la charge de la preuve nécessaire pour inculper et condamner les victimes qui ont eu recours à la force pour se défendre contre un agresseur violent. Modifiera l'article 35 du Code criminel pour y inclure le concept inviolabilité du domicile, connu sous le nom de doctrine du château, qui permet aux victimes d'utiliser la force jusqu'à la force mortelle pour se défendre contre un intrus violent à l'abri de toute poursuite judiciaire. Modifiera le Code criminel pour retirer le port de Cayenne de la liste des armes interdites et rendre légale la possession et le port de ce produit à des fins de légitime défense. Nous tenons à rappeler que les gangs de rue n'ont pas tendance à écouter ces règles-là. Pour en parler avec moi, j'ai le candidat du comté Lac-Saint-Louis, Mathieu Dufort. Bonsoir, Mathieu, bienvenue. Bonsoir, Daniel, c'est un plaisir d'être ici. Merci pour m'avoir invité. Oui, donc. Oh, oui, il faut approcher le micro, voilà. Voilà. On va s'ajuster. C'est beaucoup mieux. Et en passant un message aux gens, si vous me voyez parler texter, c'est que j'avais des personnes qui arrivent en bas à la porte, donc il faut aller les chercher, c'est pour ça. Et il y a une autre personne. Juste ici. Alors, voilà. Et Mathieu, d'abord, pourquoi tu as décidé d'être candidat? Je trouve que c'est important de mettre les intérêts des Canadiens en premier. C'est quelque chose que je ne me retrouve pas à reconnaître dans les partis populaires en ce moment, partout au Canada. C'est comme s'ils travaillent pour des personnes autres que les Canadiens. Puis souvent, quand on peut voir des événements qui se passent ces jours ici, on se sent plutôt soumis. C'est comme si que le gouvernement veut qu'on a peur de eux. Ça ne fait pas de sens. Ça devrait être le contraire. Moi, quand j'étais à la petite école, quand quelqu'un me disait de quoi ou quelqu'un me poussait, entre enfants, mon père m'a toujours dit, qu'il était une police en passant, défends-toi. C'est important. C'est une notion qui vient de l'enfance. C'est comme si ils veulent tout changer notre culture, la façon d'être, puis être capable de se défendre sans avoir peur de répercussions de l'État. C'est très important. Donc, je peux prendre référence à la police de Toronto qui commençait à discuter de laisser vos clés à l'extérieur parce qu'il y a des gangs qui se passent pour voler des voitures. Ben, je trouve que la ligne est où? Comment tu as trouvé ça, justement? Parce que c'est toi qui me dis, j'ai invité tous les candidats à choisir un sujet, un thème, et ça t'a interpellé vraiment. Et effectivement, l'histoire de laisser ses clés, c'est aberrant. La police qui ne fait pas sa job, pas capable de faire sa job, donc on suggère aux gens pour aider le voleur là, qui va voler votre voiture, de laisser les clés dehors pour faciliter. Mais comme ça, il ne vous attaquera peut-être pas. Mais ça t'a interpellé. Pourquoi encore plus cette politique de légitime défense et comment tu as trouvé le fait que le PPC l'amène? La plateforme du PPC est très transparente et directe. Tous les points sont très pertinents. Puis c'est fondé sur le gros bon sens. Donc, quand on regarde dans la perspective, c'est très important de comprendre qu'on ne peut pas vraiment se fier à quelqu'un d'autre pour se défendre. La police ne va pas être là sur le moment précis que quelqu'un rentre chez toi. Puis ces individus, on comprend que peut-être ils ont des difficultés, ils sont drogués, ils n'ont pas d'argent, mais d'une façon ou d'une autre, il doit avoir une ligne. S'il y a quelqu'un qui rentre chez soi, moi, je suis prêt d'aller en prison et je vais juste me défendre avec le gros bon sens. Voilà. C'est comme ça. C'est comme dans le cours d'école. Comment on est supposé d'élever nos enfants dans un pays où tu ne peux pas agir comme tu devrais agir? Mener par exemple. Une autre raison que le Parti populaire du Canada donne tout sur leur plateforme. De faire la bonne chose, c'est de faire la bonne chose. Le gros bon sens va prévenir par la suite. Je vous encourage tout le monde de lire la plateforme au complet, intégralement, puis prendre position. Voter, c'est plus que juste assurer que l'autre ne soit pas élu. C'est faire la bonne chose. Quand on y pense, comme il y a des événements qui sont arrivés dans les derniers 3-4 ans, que le monde se retrouvé d'aller en prison à cause qu'il s'est défendu. Moi, je trouve que c'est complètement insensé, puis je trouve que c'est très important. C'est comme un volet parmi plusieurs d'autres qui enlève nos droits, qui nous soumet,
qui fait en sorte que bientôt, on ne va plus avoir le droit de rien faire. En ce moment, je vous parle de sujets sans peur de représailles, mais il y a des projets de loi qui sont sur la table en ce moment qui vont faire en sorte que le gouvernement va avoir des recours légaux pour nous dire d'arrêter ce parler. Donc, c'est important de prendre position, puis parler, discuter entre citoyens, à table, avec vos amis, avec la famille. C'est important de discuter, puis de réfléchir, puis de regarder pour que quand vous prenez votre vote, vous voyez, c'est faire la bonne chose. Le Parti populaire du Canada, c'est plus que juste un parti populaire. C'est littéralement un mouvement. En ce moment ici, on peut voir un gros besoin au Canada d'être capable d'être unifié, puis d'avoir un parti politique qui agit dans l'intérêt de tous les Canadiens. Et voilà. Puis, au lieu de faire des nouvelles lois, le Parti populaire du Canada dit exactement de faire des réformes avec des lois existantes pour être capable de répondre à des besoins de la société. Le Canada que moi j'ai grandi, il n'est plus là en ce moment. C'est très différent. Donc, les lois doivent être modifiées. Pourquoi il n'y a aucun autre parti qui a même suggéré de faire quelque chose du genre? Effectivement, parce qu'ils ont peur, on va se dire la chose, ils ont peur. C'est du clientélisme qu'on appelle. Alors, ils veulent aller chercher des petits groupes précis de vote qui, espèrent-ils, vont voter pour eux. Et en faisant ça, ben, diluent le vote, finalement, divisent les gens en compartiments et oublie le peuple et les besoins du peuple et la sécurité sociale. Entre autres, si on parle quand même, légitime défense, c'est quand même un gros dossier. Hein. C'est quand même pas banal et non, aucun parti n'a voulu toucher à cela. Pensez-y. C'est quoi vous allez dire à vos enfants qui arrivent de l'école puis il s'est fait battre? Posez-vous la question. C'est quoi qui est arrivé? C'était quoi la situation? Il faut apprendre à vos enfants. En ce moment, c'est comme si ils veulent nous apprendre d'avoir peur de se défendre. Laissez vos clés à l'extérieur de votre maison pour que votre voiture soit volée. Ah, c'est juste une voiture. Voulez-vous vous mettre? Mais écoute, c'est un bien personnel. J'ai travaillé, j'ai payé des taxes. Je voulais cette voiture. Ah, elle est assurée. On a vu ce qui arrive avec les polices d'assurance aussi dans certains coins où les vols sont en augmentation. Même dans des quartiers de Québec, ça arrive. Vous changez de secteur, vous déménagez, votre police d'assurance peut baisser ou monter selon le taux de vol. Ça a un coût. Et le fait que la police ne peut plus intervenir partout, parce qu'on a voulu faire des polices, surtout, par exemple, à Montréal, ça, vous connaissez bien, des polices woke, hein, puis qui n'interviennent plus. On le voit, c'est un sujet. En Ontario, il n'est pas mieux, là. Ils n'interviennent plus carrément. Là. On a laissé aller les bandits, laissé voler les autos. On le voit aux États-Unis comme mouvement aussi. Les gens stationnent dans l'entrée et tu as des voleurs qui partent avec l'auto. Le crime augmente. Ouais. Les sanctions ne sont pas bien appliquées. Ils ont plus peur d'être pauvres que de briser la loi. Donc, en bout de ligne, qu'est-ce qui arrive avec l'ordre social? Les gens, est-ce que vous sentez en sécurité quand vous allez à l'extérieur le soir, vous envoyez vos enfants prendre une marche ou quelque chose du genre? C'est très important. Puis c'est des petits pas comme ceci qu'éventuellement, on va plus reconnaître où est-ce qu'on habite. Voilà. C'est essentiel. Je pourrais en parler pour très beaucoup de temps, là, mais par contre, c'est essentiellement le sujet. Puis j'encourage tout le monde d'aller sur la plateforme, puis de comparer les différents partis politiques, puis prendre votre propre décision. Nous, nos candidats ici, et moi-même, on va toujours mettre l'intérêt des Canadiens en premier. Ben voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, c'est très bien dit. Alors voilà. Merci. Alors on va le voir tout à l'heure, le mot de la fin. Mathieu Dufort, comté de Lac-Saint-Louis. Alors, j'ai deux autres candidats qui sont venus nous rejoindre. Vous savez, le trafic de Montréal, c'est pas facile, c'est pas évident. Le stationnement, c'est l'enfer aussi. Avec moi, donc, j'ai deux autres candidats. Je vais commencer. Les deux sont arrivés. Sylvain, tu t'en prêt? Ben oui, Sylvain Parizeau. Alors, comté de Saint-Hyacinthe, Bagotte et puis Acton maintenant. Acton. Donc, Saint-Hyacinthe, Bagotte, Acton, parce qu'il y a une réforme des cartes électorales. Il y a rajouté Acton. Donc, tu t'es présenté même en 2021, tu étais candidat. Oui. Et tu es encore prêt à l'être. Oui, je vais être là en 2025 ou 2024, peu importe quand ça va se produire. Et voilà. Quel point de plateforme tu voulais nous parler un peu? Parce que je connais un peu ton profil, tu es quand même pas pire en économie. On a plusieurs points sur l'économie. On a l'histoire de la péréquation, le commerce intérieur, la politique, les finances publiques, entre autres, équilibrer le budget dans un premier mandat pour réduire les impôts. Alors, économie, encourager l'investissement et la croissance de la productivité.
Moi, j'aimerais parler de ce qu'on a fait avec les banques en augmentant les taux d'intérêt à 5 trop rapidement. Ah, Parce que tout simplement, les gens maintenant se sont servis de leur maison, leur duplex comme un guichet automatique. Et puis maintenant, les taux d'intérêt ont augmenté. Puis là, on l'accorde, ils sont autour de leur coût. oui. Fait que là, ils sont obligés de vendre. Fait qu'on va avoir probablement un gros problème dans le marché très prochainement. Oui, et c'est commencé un effondrement du marché immobilier qui se fait sentir parfois oui et parfois non. Paradoxalement, les prix se maintiennent hauts parce que la demande est très, très forte versus l'offre qui n'est pas capable de fournir la demande. Et une des conséquences assez directes de l'immigration, en plus de l'immigration de masse, il faut s'entendre, non pas de l'immigration standard comme on la connaissait, la construction qui en arrache, qui a de la misère à trouver des ressources pour bâtir, pour construire, et aussi, bien sûr, les taux hypothécaires, tu l'as mentionné. Là, on ne sent pas qu'il y a une baisse pour le moment. Les taux qui s'en viennent, peut-être 2024, qui ont annoncé 3 baisses potentielles. Et ceci dit, à Montréal, déjà, on voit un phénomène, des tentes. On voit des tentes actuellement qui poussent à Montréal. Et on en a vu d'ailleurs en arrivant ici. Je ne me souviens plus sur quelle rue j'étais pour arriver ici, mais c'était assez spécial. Puis c'était une grosse tente qu'on a vue. On était surpris. On n'a pas eu le temps de la prendre en photo, celle-là. On se demandait, c'était pas tellement loin de. Entre Jacques-Cartier et puis 12, entre le tunnel Hippolyte de Faudel puis 11, pardon, je me mets avec les noms entre eux ici. Mais Sylvain, comment tu vois ça? Puis le fait que des perspectives de 3 baisses de taux d'intérêt, et on dit souvent que les banques, c'est pas politique non plus. Ah, ben ça, c'est dur à croire. Ouais. Non, ils ont massivement surchauffé la demande avec l'immigration de masse. Ils ont rentré, même en période de shutdown, ils ont réussi à rentrer tellement de gens que ça m'a pris par surprise. Donc, l'effondrement serait très, très, très rapide et ça va rebondir immédiatement. Il y a trop de demandes. Le côté de la demande est massivement surchauffé à des niveaux qu'on n'a jamais vus dans le passé. Et puis maintenant, moi, j'ai des amis immigrants qui sont entrés dans les années 80, les années 90, qui parlent de retourner dans leur pays, de vendre leur bâtisse, de sacrer leur camp. C'est fini, je ne reconnais plus mon pays, je ne reconnais plus le Canada. J'ai un gouvernement qui me dit les mots que je dois dire. Je veux dire, on n'a pas, non seulement qu'on n'a pas la liberté d'expression, mais on a une expression contrôlée par le gouvernement maintenant. Oui, et la loi C-63 ne viendra pas faciliter ça. Et pendant que tu discutes du sujet, je vais trouver l'article parce que c'est un article qui est sorti aujourd'hui sur ce que tu viens de parler. Les immigrants qui trouvent que ça coûte cher ici. Le coût de la vie. Je vais mettre au Canada. Donc, c'est un article de la presse qui est sorti. Et des immigrants qui regrettent d'être venus au Canada, rien de moins, parce que ça coûte cher. Ils se rendent compte que le coût de la vie au Canada, c'est plus haut qu'ils pensaient. Et ça, c'est particulier. C'est comme si on leur avait pas oublié de leur mentionner ça. Peut-être qu'ils s'attendaient. C'est voilà ici un article qui est sorti. Je vais le partager dans quelques secondes. Voilà, 19 mars 2024, donc c'est pas tellement vieux comme article, vous allez voir. Des immigrants qui sont étonnés du coût de la vie au Canada. Alors, je ne sais pas ce qu'on leur a dit quand ils sont venus ici, s'ils s'attendaient que ça coûte moins cher. C'est pas le bon. Je sais pas. Voilà, ici, Canada. Je peux-tu le fermer? Non, je ne peux pas fermer ça là dans un instant. Je vais l'arranger. Immigrants surpris. Sondage. Bon, c'est un sondage qui a été fait et qui a surpris des gens. Moi, j'aimerais dire qu'il y a à peu près 1 an de ça, j'ai remarqué un nouveau phénomène sur l'Internet où il y avait beaucoup, beaucoup de vidéos pour enseigner aux gens en Inde comment venir au Canada en tant qu'immigrant investisseur. Si tu achetais une business, tu pouvais vivre dans le commerce, puis tu pouvais immigrer au Canada, mais ça te prenait un paquet de fric. Donc, ces gens-là, ils vendaient leur or générationnel. Ils viennent ici, ils se pètent la gueule, et puis ils perdent tout. Okay? C'est quelque chose que j'ai vu en 2022. Ça avait commencé à l'entour de ce temps-là. Puis il y a plein de vidéos qui enseignaient comment faire pour les apporter ici. C'est généralement des personnes de l'Inde qui étaient ici, qui leur chargent du fric pour leur montrer comment en venir. Mais ils sont venus probablement dans la pire situation économique imaginable. Puis ils vont tout perdre. C'est de l'or générationnel qui a pris des générations à bâtir.
accumulés. Donc, c'est des trésors familiaux un peu qui ont été détournés, dérivés, si on peut dire. Mais bref, je n'ai pas l'article devant moi pour vous montrer, mais c'est un sondage, les immigrants donc, sont surpris. Et plusieurs pensent justement à quitter déjà le Canada rapidement. Donc, on ne les a pas tout dit. En plus, il y a un hiver. Il fait frais, ça parle français. Et ça coûte plus cher qu'ils pensaient. Donc, l'économie, ça a un lien avec l'immigration. Et est-ce qu'on est encore en mesure d'accueillir favorablement des immigrants comme on le fait là, avec l'économie qu'on a actuellement? Comment tu vois la perspective économique de la prochaine année au Canada? Hôtel Canada doit fermer ses portes. Hôtel Canada, oui. C'est trop, là. Sinon, on va tous souffrir. On est tous dans le même bateau. Et si le bateau capsize, comment on dit ça en français? Chavire. Chavire, exactement. Si le bateau chavire, on est tous à l'eau ensemble. Okay? Donc, c'est important là, qu'on ferme les portes pour un bout de temps, qu'on bâtisse des maisons pour ceux qui sont déjà là, qu'on stabilise l'économie en premier, et ensuite, peut-être, on pourra revoir à ce moment-là. Mais comme tel, là, on devrait vraiment fermer les portes. Si tu veux rentrer au Canada, tu es mieux de marier quelqu'un, comme dans l'ancien temps. Non, mais c'est ça pareil. Je veux dire, comme ça, là, parce qu'on a besoin du temps. C'est impossible. On n'est pas capable de bâtir des maisons assez rapidement. On n'a pas la classe ouvrière pour le faire. Moi, je me souviens de m'avoir inscrit pour devenir électricien, OK? Il y avait 18 mois d'attente. Ils ne m'ont jamais rappelé. OK? Donc, c'est... Manque de main-d'œuvre. Là, c'est un vrai manque de main-d'œuvre. C'est parce qu'on a comme des unions qui gèrent tout ça. Puis, ils veulent faire sûr de ne pas créer trop d'électriciens ou trop de plombiers pour garder les coûts hauts. Tu sais, comme si tu vas engager un bricklayer, comment tu appelles ça encore? Un poseur de briques. Un maçon, c'est 144 piastres de l'heure que tu vas payer à la compagnie pour chacun de ces gars-là. Donc, c'est comme les docteurs, ils ne veulent pas en produire trop parce qu'ils veulent qu'il y ait de la demande. Donc, oui, les quotas, j'ai vécu ça quand j'étais jeune. Il y avait des quotas de médecins et aujourd'hui, on manque de médecins. Ça a bien fonctionné, les quotas. Justement, donc, en politique, une des politiques, on parle du PPC, on va annuler les nouveaux programmes annoncés par le gouvernement Trudeau. Je pense qu'on n'aurait pas d'hésitation. Abroger. Abroger, annuler, éliminer les nouveaux programmes annoncés par Trudeau. Éliminer le déficit avant la fin du premier mandat. Et on s'attend que le prochain budget au mois d'avril, on ne s'attend pas à un miracle de la ministre des Dépenses. En faisant preuve de prudence budgétaire, on ne sent pas de prudence actuellement. Et en comprimant les dépenses, notamment les subventions aux entreprises, l'aide étrangère au développement. Quelqu'un dit aussi que vous allez prendre l'argent, c'est des exemples. Radio-Canada, qui a reçu encore une grosse enveloppe de plusieurs centaines de millions récemment, les paiements de péréquation et le financement de programmes qui relèvent des provinces ou municipalités. Cessera d'utiliser notre système fiscal à des fins politiques et les rendra plus simples et plus équitables. En particulier, éliminera les mesures fiscales ciblées qui sont inefficaces et qui ne servent aucun objectif de politique publique impérieux. Réduira sur plusieurs budgets l'impôt sur le revenu des particuliers. Ça ne se fera pas en une journée, hein, c'est clair, parce que là, il y a un constat à faire actuellement, puis il va y avoir des choses à faire dans l'ensemble. Hein, c'est plusieurs points. L'impôt des entreprises réduira l'impôt des entreprises aussi. Et la taxe sur les gains en capital. Et ça, c'était pour ceux qui l'ignorent, réduire les taxes, les impôts sur les gains en capital, c'était déjà un programme de 2019. Donc, on n'a pas besoin de changer cette formule-là. On pense que c'est une bonne idée. Une fois le déficit éliminé, dans la mesure où la marge de manœuvre budgétaire le permettra, parce qu'actuellement, c'est clair, il y a des gars, on est obligé de faire une mise à jour en août 2023 suite au budget de l'année dernière. Alors, comment tu vois ces points-là? Donc, c'est assez intéressant, merci. C'est facile à défendre pour un candidat? Oui, absolument. Absolument. Les gens ne veulent pas payer pour des statuts de 10 millions de dollars de niaiseries que les libéraux s'amusent à mettre tout partout. Donc, il y a tellement de gaspillage dans l'argent, que ce soit ArriveCan, le logiciel. ArriveScam. Scam, oui. Oui, c'est les vraies choses. C'était censé coûter 2 millions de dollars, ça finit par coûter 58, 59, on l'a mis aux poubelles. Ouais. C'est comme à Kenosha, en Colombie-Britannique, qui construit des petites sheds avec un air climatisé et un lit dedans, OK? C'est à 212 000 $ canadiens pour chaque shed. Et ça, c'est pour les sans-abri, là. C'est l'équivalent des camps de concentration en train de se faire construire autour du pays à des coûts exorbitants. Parfait. Merci beaucoup, Sylvain. Ça fait plaisir. Alors, Saint-Hyacinthe-Bagotte, c'est le comté dans lequel Sylvain a milité pour se présenter en candidat 2021 et qui va être à la prochaine élection, Saint-Hyacinthe-Bagotte. Et le dernier, Acton. Donc voilà, vous allez avoir un candidat solide. Si vous voulez parler d'économie, vous allez pouvoir rejoindre Sylvain.
Merci. beaucoup, Passez une Sylvain. bonne soirée. Au revoir. Alors, on se revoit tantôt pour le mot de la fin. Et un dernier candidat avec nous ce soir, le dernier, non le moindre, Ludovic. Bienvenue, Ludovic. Bonjour Daniel. Alors, bonjour, merci de ta présence. Ben, tout le plaisir est pour moi. Et tu te présentes dans quel comté? Alfred Pellan. Alfred Pellan, donc secteur de Laval, pour ceux qui l'ignorent. Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé, là, le PPC, c'est le temps qu'il y a un candidat comme toi dans ce comté-là? En tout cas, le PPC m'a toujours, je veux dire, le chef d'abord, quand il était conservateur, c'est le gros bon sens que je ne retrouve plus dans d'autres formations politiques. Voilà. Le gros bon sens, ce qui m'a rappelé mes débuts ici au Canada en politique avec l'Action démocratique du Québec. Oui. Le gros bon sens. Et c'est ce qui primait, et c'est ce qui prime aujourd'hui avec le Parti populaire du Canada. En fait, le vrai Parti conservateur, c'est le Parti populaire du Canada. Effectivement, là, il y en a que les oreilles ont frisé actuellement. C'est peut-être la première fois que vous entendez ça, mais faites-en pas. On est une approche conservatrice. C'est notre objectif. Et on n'a pas peur de l'afficher. Et aussi, quel thème en particulier dans le programme t'interpelle le plus? En tout cas, tous les thèmes, tous les thèmes, en tout cas, sont viables pour moi. Je trouve que la plateforme est bien riche. D'ailleurs, tu as dû prendre le temps de lire un petit peu la litanie de plumes que j'ai faite sur Maxime, oui. Et notamment son approche sur le phénomène, ce fameux phénomène qu'on a tellement popularisé de la COVID-19, ses positions, ses prises de position, oui. L'immigration, le meilleur dossier qui soit, l'économie, la politique étrangère du Canada. Aujourd'hui. Oui, la politique étrangère du Canada, on n'en a pas parlé beaucoup ce soir. Et comment tu trouves la politique étrangère canadienne versus quand tu es. Parce que tu es ici depuis combien de temps? Tu es né ici? Oui. Non, pas encore. Encore? Dans une prochaine vie. Prochaine vie. Mais pas à temps que Trudeau. Mais ça fait longtemps que tu es ici. Très longtemps. Très longtemps. Ça fait quoi, et 26 ans, 27 ans. Donc, tu as connu la politique étrangère de l'époque du Canada. Et quand tu es arrivé ici, comment tu voyais le Canada? Et quand tu es arrivé, comment tu l'as constaté? Et maintenant, ce que tu en vois, internationalement parlant, l'image que tu faisais et ce que tu vois présentement. Très sincèrement, le Canada a toujours été mon pays de prédilection. C'est-à-dire, quand j'ai décidé d'immigrer ici, c'était mon meilleur choix, mon premier choix. Et je suis arrivé avec femme et enfants. La politique étrangère, à l'époque, elle était participative. C'est-à-dire que le Canada inspirait le respect. Inspirer le respect. Malheureusement, avec l'arrivée, je dirais au départ, c'était la politique comment est-ce qu'on appelle déjà avant, non, Dieu, j'ai toujours eu un blanc là-dessus. Avant lequel? Avant l'ancien premier ministre. Stephen Harper. Harper, exact, Stephen Harper. La politique étrangère du Canada commençait à changer, à battre un petit peu de l'aile. Heureusement, il y a eu quand même une certaine rétention, une prise de conscience qui a fait qu'ils se sont réajustés un petit peu au niveau de la politique étrangère. Mais ça s'est vraiment gaspillé avec, malheureusement, les libéraux. On le voit avec la guerre en Ukraine. Ben oui, d'ailleurs, la guerre en Ukraine, faut-il le rappeler, tous les partis, y compris le conservateur du Canada, qui se dit progressistes, bien sûr, qui sont contents aussi de l'annoncer, l'intervention du Canada en Ukraine, il y en a qui veulent qu'on continue. On a mis 9 milliards dedans. Et il y en a qui veulent qu'on en mette plus, qu'on y aille. C'est un sujet. Alors, il y en a d'autres qui disent qu'on devrait aller se battre contre la Russie. Toutes sortes de folies. C'est un Canada plus guerrier un peu. Ben, c'est ça. Le Canada devient de vrais Apaches, de vrais guerriers. En fait, je dirais non, j'enlèverais Apaches parce que les Apaches se défendaient. Voilà, exactement. Mais le Canada se transforme en pays agresseur en prenant part au profit. Je ne dis pas que la guerre, personne n'aime la guerre. Non, il faut éviter les guerres. Exactement. Possible, hein? Le Canada aurait pu
endosser sa veste de médiateur Voilà. et concilier les deux pays pour trouver une solution beaucoup plus diplomate que guerrière. Absolument. Et la Mmh. politique étrangère, sur notre plateforme, on en parle aussi. Parce Absolument. que nous, priorité Canada first. Alors, c'est un peu notre politique qu'on va avoir, la priorité au Canada et ne pas se mêler de tous les conflits étrangers. Mais non, ça, c'est la France qui le fait. Donc, Oui, la France, oui. hein, Ça va bien. laissons ça à qui de droit. Oui, oui. Et la France commence à être critiquée pour ça aussi. Ben oui. Et oui, le Canada fait partie de l'OTAN. Maxime en a parlé aussi lors d'un live. C'est un questionnement qu'on va voir, le rôle de l'OTAN avec le Canada, dans quoi qu'on s'en va, parce qu'on s'entend, on sent pas de parler de paix actuellement nulle part, ni dans le conflit Israël, Gaza, malheureusement, Oui, Hamas. absolument. Il y en a qui voudraient qu'on prenne parti pour ou contre l'autre. On reconnaît que le Hamas, effectivement, a été déclaré organisation terroriste, c'est un fait. Mais l'autre chose, c'est que là, c'est un conflit au Moyen-Orient quand même. Et continuer à vouloir s'en mêler, ben, on va amener des conflits intérieurs ici. Et est-ce qu'on veut des guerres internes ici, entre clans? Et c'est pas sûr que c'est ce qui est souhaité. Là. Non, sûrement pas. Personne ne veut de guerre. Il ne faut surtout pas ni transplanter, ni amener la guerre ici. Non. Voilà. Le Canada doit jouer son rôle pacificateur, son rôle éducateur. Voilà. Et c'est ce qui m'a attiré ici au Canada. Faut le dire, faut Ben, parce que je vous le dis avez tout haut, je peux ben oui. crier, glaner de force que la politique canadienne, vraiment avec Maxime, retrouvera son apogée. Hein. Nous sommes un pays, c'est comme la Suisse, on ne verra jamais la Suisse prendre des décisions, aller en guerre, envoyer des chars d'assaut, décider ça. Non. Mais pourtant, la Suisse, les gens ne le savent peut-être pas, elle est militarisée. Très militarisé. Pour ceux qui Voyez-vous. ignorent, chaque citoyen suisse a le droit et le devoir de s'entraîner à des armes. Et ils possèdent des armes et même il y a une armurerie spéciale qui est dédiée pour chaque citoyen en cas de conflit, en cas d'attaque, d'invasion, donc pour se défendre. Et c'est comme ça que la Suisse a toujours existe encore d'ailleurs. Oui, exactement. Et pour moi, mon seul souhait, c'est de retrouver un Canada, on dirait un Canada uni, plutôt que les politiques qui divisent le Canada à travers certaines décisions malheureusement mal habillées. J'aimerais retrouver un Canada qui prêche l'élégance de la paix, l'élégance de la morale. Hein. Ouais. On n'est pas là pour donner des leçons à d'autres pays. On n'est pas là, encore pire, donner de l'argent aux dictateurs. Oh oui, Hein. effectivement. Et pas avoir on donne des milliards et on n'a pas de compte rendu là-dessus. On fait un comité bidon, on nomme quelqu'un qui est un l'autre. Mais bref, on ne saura pas où va l'argent, mais on s'en doute un peu. Exact. Et même le trafic d'armes international est en hausse actuellement. Donc, Malheureusement, malheureusement. Alors, non, pour moi, rejoindre le PPC, en tout cas, ça incarne ma vision. Je me retrouve à travers les publications du chef du Parti populaire du Canada, à travers des publications à toi aussi. merci. Et je pense que nous formons un bloc, un consensus, ce qu'il faut pour amener le Canada vers sa vraie destination, c'est-à-dire pacifier le monde. Restons dans ce que nous savons le mieux faire, éduquer. Et voilà. Merci beaucoup, Ludovic. C'était très C'est bien un dit. plaisir. Alors, Merci. merci. Alors, on se revoit pour un mot de la fin dans quelques minutes. Alors, voici un aperçu des candidats du PPC au Québec qu'on a actuellement et on en a bien d'autres. Pour répondre à tes questions, Sylvie, candidate dans Joliette, pas pour le moment. Alors, si vous voulez devenir candidat, eh bien, on a une page pour ça. Vous avez le lien qui est disponible. Je vais vous le repartager aussi dans les commentaires. Alors, vous avez une belle page. Devenez un candidat pour le PPC. Alors, c'est un processus, c'est du sérieux. Alors, vous en avez eu un aperçu ici. C'est pas un hasard. C'est un travail qui se fait, comme vous le voyez tout au long. Alors, devenez un candidat pour le PPC. Et n'oubliez pas qu'au Canada, comme au Québec, nous n'élisons pas de premier ministre. Alors, c'est un genre de collège électoral, si on peut dire. Ce sont les députés élus qui élisent un premier ministre. Et si vous voulez voter pour Maxime, vous avez entendu ce que vous avez aimé, ce que vous avez entendu ce soir. Donc là, s'il n'y a pas de candidat,
ben, vous ne pourrez pas voter pour Maxime. Alors, n'hésitez pas à vous impliquer. Si vous, ça vous interpelle, pourquoi pas? Peut-être que vous connaissez un ami, quelqu'un de la famille, un proche. Vous sentez que cette personne-là pourrait faire une bonne candidate? Envoyez-lui le lien. Bon, c'est le meilleur moyen. L'autre façon, bien sûr, les contributions, alors il y en a qui comprennent pas tout à fait, ils mélangent la politique fédérale et provinciale, c'est 2 choses différentes. Sachez qu'au fédéral, les montants d'argent sont complètement différents. Vous pouvez faire un don par carte de crédit, PayPal, un don par chèque ou un don récurrent, donc qui va revenir tous les mois. Vous avez les instructions, c'est la même chose, donc parti-populaire-du-Canada.ca/donner-landing. Alors, vous avez plusieurs montants. Les contributions peuvent aller jusqu'à 1600 1700. Je vais faire ici, je ne sais pas, je vais le tableau de montant. 1725 voilà. Et vous avez des crédits d'impôt remboursables si vous avez de l'impôt à payer, entre autres. Crédits d'impôt remboursables jusqu'à 50 et 75 pour les premiers 400 vous avez cette possibilité-là. Devenez membre aussi, parce qu'on a besoin de bénévoles. Les super candidats que vous avez vus ce soir, eh bien, écoutez, ils ont besoin de candidats parce que lorsqu'il va y avoir des élections, c'est pas quand. C'est quelque chose qui va venir peut-être plus vite qu'on pense. On va avoir un budget de dépenses encore irresponsable au mois d'avril. On commence à avoir des annonces. Hier, à Québec, ils ont annoncé des annonces pour la ville de Lévis. Ceci dit, vous avez vu le bloc collaboré la semaine dernière avec Justin Trudeau encore pour les gardes au pouvoir. Donc, Beauharnois, voilà. Beauharnois-Salaberry, oui, il y a quelqu'un, le processus est en cours actuellement. Alors, comme je dis, c'est un long processus, hein, c'est pas des choses de 5 minutes là, que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on a des pages web pour ça. Et devenez membre. L'adhésion, encore là, plusieurs forfaits, très simple. 5 ans, 35 imaginez. Alors, 30 4 ans, etc. 1 an, 10 2 ans, 18 Alors, prenez pas de chance. Si vous pensez être là pour plus qu'une élection, gênez-vous pas. Prenez le maximum. Alors, j'invite avec moi pour terminer cette excellente soirée. Alors, les candidats à venir derrière moi, ils vont vous dire un petit mot de la fin. Chacun. On va faire travailler. Si on va attendre tout le monde en arrière. Oui, on va. Tout le monde en arrière. Soyez pas gênés. Alors. Vous énorme. Bon, alors, on voit tout le monde. Je vais aller de l'autre côté. Oui, ben oui, on va se placer. Ça va faire une belle. On va être bien dansé. Imaginez, peut-être que si on a 25, 30 candidats, ça va prendre un plus gros studio éventuellement. Alors voilà. Alors, qui veut commencer? Un petit mot de la fin? Alors, Ruth, pourquoi pas? Eh oui. Bien sûr. Donc, premièrement, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'encourager le Parti populaire du Canada de continuer. On a besoin de changement ici. Et puis, c'est le Parti populaire du Canada qui peut le faire pour vous, pour nous, pour notre société. Merci beaucoup, Ruth. Sylvain? Moi, je continue à me battre pour la souveraineté de l'individu, malgré qu'en ce moment, on n'a plus le droit de pratiquement rien faire ou dire, et bientôt, qui sait. Donc, c'est ce que j'espère réussir avec le PPC. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Annie? Oui. Donc, je dirais merci à tous les Canadiens qui ont voté pour moi en 2021 et 2023 et pour le PPC. Et tous les jours qui passent, nous comprenons simplement que le Parti populaire du Canada est le seul parti qui peut mettre en avant-garde les intérêts des Canadiens. Et nous, je voudrais simplement dire aux Canadiens que le combat continue. Il faut continuer à nous faire confiance, car nous sommes là pour vous. Nous allons continuer à défendre vos intérêts. Et nous sommes le seul parti, le Parti populaire du Canada, le seul parti qui est capable d'incarner les idéaux des Canadiens. Et nous sommes sûrs que c'est une bataille, c'est un combat que nous allons gagner par des voies démocratiques, c'est-à-dire par les urnes, parce que les Canadiens comprennent enfin que ce qui nous dirige n'ont pas livré la marchandise et ils ne sont pas les personnes, ils ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Merci. Merci, Tani. Mathieu.
Merci pour avoir écouté. Et puis, moi, je vais toujours me battre pour être libre et fort. C'est très important. Les intérêts du Canadien, des Canadiens partout. Merci pour porter attention à ce qu'on dit et surtout à la plateforme du Parti populaire du Canada. Comparez-la avec les autres partis, puis prenez votre propre décision. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et Ludovic? Bon, en tout cas, pour commencer, merci à toutes les Canadiennes et tous les Canadiens qui ont un tant soit peu pensé à voter pour le PPC et pour Maxime, autant pour les députés qui se sont présentés. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vous dire, mais ce qui prime dans toutes ces choses, c'est le gros bon sens, comme je l'ai dit tantôt. Un de mes collègues ici a dit comparer les plateformes. Sincèrement, je vous invite à y aller. Faites-le. Comparez les plateformes et trouvez vous-même le gros bon sens. Vous constaterez avec allégresse que le PPC, c'est ce qu'il faut. Un parti qui vous donne la liberté de choix. Un parti qui vous laisse maître et maîtresse de votre propre décision. Vous voulez avorter, allez-y, faites-le. Vous voulez avoir des enfants, allez-y, faites-le. Et c'est cela, le libre arbitre, le libre choix que le PPC vous offre. On n'ira jamais vous dire on mange le couscous comme ceci ou on achète ceci comme cela. Alors, prenez le temps de comparer notre plateforme aux autres et prenez la bonne décision. Je pense que d'ici là, Maxime a fait de son mieux. À nous maintenant de faire de notre mieux. À vous aussi de faire de votre mieux pour faire en sorte que le PPC soit au pouvoir prochainement. Je ne dis pas demain, mais je dis, c'est à vous de décider. Faites en sorte que cela soit possible. Merci. Merci beaucoup, Ludovic. Alors, sur ces excellents mots, nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Vous avez entendu plusieurs choses. Ce n'est pas fini. Il va y avoir d'autres lives, parfois en studio, parfois en live, en différé, peu importe. Alors, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'hésitez pas à partager, alors que ce soit sur Rumble, Facebook, YouTube, Twitter. Allez-y allègrement. Faites connaître le message du PPC. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci pour votre présence et on vous dit à la prochaine. Bye bye.